Bonjour Maude. Aujourd'hui, Michel Saint-Illan nous a fait cette aquarelle humoristique. Oh, Annette, qu'est-ce qui lui arrive à cette statue? Elle perd ses bras? C'est parce qu'ils sont trop lourds? En fait, regarde l'expression que l'artiste a mentionnée en dessous. Les bras m'en tombent. Alors cette formule signifie qu'on est tellement surpris, voire accablé, que l'on n'est même plus capable d'agir, comme si on avait perdu ses bras. Et voilà l'original. Ah, je la reconnais, c'est la Vénus de Milo. Et elle est au Louvre. Elle est en marbre et elle est très grande. Oui, elle fait 2,10 m de hauteur. Et Milo, c'est le sculpteur? Non, c'est l'île où elle a été découverte, en Grèce, là, juste où tu vois le point rouge. On raconte que c'est un paysan qui l'a découverte en 2 morceaux, en labourant son champ. Et l'ambassadeur français en Grèce l'a achetée et l'a donnée en 1821 pour qu'elle soit exposée au Louvre. Si on l'a trouvée dans la terre, elle doit être très ancienne alors. Oui, elle a 2200 ans à peu près. On reconnaît bien l'esprit des Grecs de cette époque. Les artistes observent l'être humain pour créer des représentations les plus naturelles possibles. C'est vrai qu'elle a l'air vraiment décontractée. Oui, c'est la représentation du déhanchement qui donne cette sensation. Essaye de le faire en te regardant dans un miroir. Tu vois, l'une des deux jambes porte le poids du corps. L'autre est libre de tout poids et légèrement fléchie. Elle s'appuie à peine au sol et permet juste au corps de garder un point d'équilibre. La reproduction du hanchement en sculpture, qu'on appelle aussi contrapposto, est une invention grecque du 5e siècle avant Jésus-Christ. On pourrait presque croire qu'elle est vivante. En fait, c'est facile, il suffit d'observer la réalité. Pas si facile que ça. Il faut vraiment vouloir représenter l'être humain dans ce qu'il a de plus naturel pour y parvenir. Avant que l'on reproduise ce mouvement, les sculptures étaient beaucoup plus raides. Regarde ça. Ça date du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et puis, au 5e siècle, tu vois, cette statue, c'est le sculpteur Polyclète qui l'a réalisée et qui parvient à représenter justement ce hanchement. C'est la période classique de l'art grec. Ben, c'est comme la Vénus de Milo, mais c'est un homme. Non, regarde bien. Cette sculpture-là est faite pour être vue de face. C'est là que l'on voit le mouvement au mieux. Mais si tu tournes autour, le mouvement ne continue pas. Ça ne se voit pas dans le dos. Alors que dans notre sculpture de la Vénus de Milo, qui est beaucoup plus tardive, le sculpteur a progressé dans l'observation du mouvement pour accentuer encore ce naturel de la statue. Tu vois, si tu tournes autour, on va regarder plusieurs images, tu t'aperçois cette fois que son corps forme comme une hélice ou un tire-bouchon si tu préfères, et son dos semble en mouvement comme pour un vrai corps humain. C'est quand même intéressant, non, de voir comment on peut progresser en art. Alors, vois-tu autre chose que le sculpteur utilise pour donner de l'animation? Oui, on a l'impression que son drap est en train de glisser. Très bien observé. Quand je serai grande, j'aimerais bien être aussi belle qu'elle. Oh, tu sais, ce que représentent les artistes à cette époque, c'est un idéal de beauté, une sorte de perfection qui n'existe pas dans la nature. Oui, mais quand même, quand tu es aussi belle que ça, tu n'as même pas besoin de bijoux. Détrompe-toi. D'ailleurs, comme souvent dans la sculpture grecque, des bijoux en métal étaient disposés sur les statues. On le sait ici parce qu'il y a des trous de fixation pour les attacher. Elle avait donc un diadème dans les cheveux, regarde les 2 trous là. Elle avait des boucles d'oreilles, on voit un petit trou au niveau de l'oreille, et sans doute un bracelet dans la partie supérieure de son bras droit. Donc si je comprends bien, c'est une des plus belles femmes de l'époque, mais qui n'existe pas vraiment. Alors c'est une déesse? Tu m'as bien donné le titre de la sculpture au début, tu te souviens? La Vénus de Milo? Ah oui, Vénus, c'est la déesse de la beauté, bien sûr. Oui, mais en fait, on devrait l'appeler Aphrodite, c'est son nom grec.
C'est la déesse de l'amour, hein. Mais sa beauté est à l'origine d'une guerre terrible. Ah, j'adore la mythologie. Tu me racontes cette histoire? D'accord. Bon, pour terminer, mais je vais résumer. À la naissance de Paris, Paris c'est un prince troyen, sa sœur est capable de lire l'avenir. Et elle annonce à ses parents que Paris sera responsable de la chute du royaume de Troie. Paris est donc abandonné par ses parents dans la nature et il est recueilli par un berger. Il grandit, il devient adulte, il est en train de garder son troupeau de moutons quand surgissent trois déesses, Athéna, Héra Et notre Aphrodite? et voilà. Et ces trois déesses lui donnent une pomme d'or. Il est chargé de remettre la pomme à la plus belle des trois déesses. Ce choix devient célèbre sous le nom de Jugement de Paris. Et cette pomme d'or devient... Pomme de discorde. Exactement, pomme de discorde. Parce que Paris, il n'est pas malin. Il va quand même choisir, il ne devrait rien choisir. Et il va choisir Aphrodite. Et tu sais pourquoi il choisit Aphrodite? Car elle lui promet de l'amour de la plus belle femme du monde. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et la plus belle femme du monde à ce moment, c'est Hélène. Hélène, c'est la femme de Ménélas. Ménélas, c'est le roi de Sparte. Donc c'est un grec, hein, contrairement à Troie, qui est de l'autre côté de la mer. Donc Sparte est une ville grecque, si tu me suis. Un prince troyen qui est Paris, qui va kidnapper une reine grecque, eh ben ça suffit pour faire démarrer la fameuse guerre de Troie qui va durer pendant des années. Bon, ça t'a plu? Oui. Oui. Bah écoute, si tu veux, on recommencera un jour. Hein. On choisira une autre œuvre d'art. Toujours D'accord? partante. Parfait. Salut Maud, à bientôt. Salut.